Merci d'être là ce soir pour cette deuxième table ronde avec les lauréats des AJAP 2018, dont l'exposition est présentée à la Cité de l'Archi jusqu'au 10 décembre, avant de partir en itinérance en France, puis à l'étranger. Les lauréats, donc vous avez un échantillon de lauréats ce soir. La promotion 2018, elle est composée de 15 architectes, 15 agences d'architecture et 5 agences de paysage. Ce soir, nous sommes 6 et nous allons nous intéresser à la loi, à la norme, à la règle, aux contraintes qui s'imposent ou se détournent pour les architectes et les paysagistes. Alors, juste, je vais faire une petite introduction, puis après, je vous expliquerai le principe de fonctionnement de ces tables rondes qu'on a testé il y a 15 jours avec une autre partie des AJAP et qui marchait plutôt pas mal. Donc d'abord, je vais introduire le sujet, qui est quand même pas anodin, de cette soirée. Donc la question que je voulais poser aux AJAP, elle a émergé au fil de mes rencontres avec eux pour préparer l'exposition qui est visible en bas. Je le dis en introduction de cette exposition, ce qui m'a marqué quand j'ai rencontré les AJAP, c'est qu'en fait, ils m'ont soutenu, qu'ils ne s'intéressaient pas tant que ça à l'écriture architecturale, mais qui préféraient, ou paysagère, mais qui préféraient parler de la cohérence et de l'intelligibilité des choix qui la sous-tendent. Ce qui les intéresse, c'est le récit pragmatique de l'avènement des formes architecturales et paysagères. En fait, pour eux, l'architecture et le paysage ne sont pas tant des objets que des actions à mettre en œuvre. Et cette action, ce qui compte pour eux, c'est acte d'architecture et acte de paysage. Cette action, elle doit être raisonnée et partageable. Alors forcément, cette affirmation de l'architecture et du paysage comme des actions découle évidemment d'un rapport lucide à notre monde contemporain qui est baigné de crises migratoires, écologiques, etc. Où la création est de moins en moins admise comme une pratique sensitive et subjective. Aujourd'hui, moi j'ai estimé que c'était un effet papillon des concours de maîtrise d'œuvre, mais on ne demande plus aux architectes et aux paysagistes de fournir des discours qui ne soient pas rodés, extrêmement précis, où le moindre choix est justifié. Et tout cela pour produire des projets qui doivent respecter des enjeux économiques et environnementaux très forts, et qui doivent être modérés, frugaux, etc. dans leurs réponses, dans leurs propositions. Alors bien sûr, tous ces jeunes concepteurs n'ont plus besoin de faire l'expression de leurs préoccupations économiques et environnementales, puisque de toute façon, ce sont des conditions sine qua non du projet. Mais ils restent inquiets de la légitimité de leurs desseins. Et donc, pour les justifier, ils déploient de nombreux stratagèmes pour objectiver leurs propositions, les rationaliser, les rendre incontestables, etc. Bref, ils construisent un argumentaire, autant pour eux, pour s'auto-convaincre de leur choix, que pour convaincre leur maître d'ouvrage. Leurs discours, ceux que j'ai pu entendre tout au long de leur rencontre avec eux, valorisent la raison, la maîtrise, la rationalité du projet, comme si à travers la rationalité du projet, ils exprimaient leur propre responsabilité de concepteur. Et derrière la rigueur et la solidité des discours qu'ils m'ont tenus, la première question que je me suis posée et que je leur ai posée il y a 15 jours, c'est est-ce que finalement vous avez encore le droit de douter? Est-ce que le doute court-il toujours dans la création? Alors on en est arrivé à la conclusion que ces discours ultra maîtrisés camouflent le doute, les incertitudes des concepteurs, et qu'en fait ils n'ont rien abandonné à leur capacité à remettre en cause leur certitude pour faire projet. Par contre, s'ils sont d'habiles manipulateurs du doute, ce doute ne sort pas de l'agence, il n'a pas le droit de s'exprimer en dehors de cette agence, puisqu'aujourd'hui ce n'est pas ce qu'on attend d'eux. La maîtrise d'ouvrage n'attend pas de concepteurs qui doutent, mais des concepteurs sûrs d'eux pour proposer leur projet. D'où les discours très assurés que moi j'ai reçus quand je suis allée à leur rencontre. Mais leur manière de... Alors, derrière ces discours très assurés se cache aussi autre chose, à part la part de doute, se cache aussi un rapport particulier à la loi, aux normes, aux obligations, aux règles de construction qui régissent leurs univers. Ils en parlent peu, mais finalement c'est très transverse dans leur discours. Bien souvent, sous prétexte d'être en phase avec les enjeux économiques et environnementaux de notre temps, ils réinventent la norme qui s'impose à eux. Sous prétexte d'y répondre, ils désobéissent aux autorités, apportant la preuve à chaque fois que finalement les normes actuelles ne sont peut-être pas adaptées aux enjeux réels de notre temps. Mais attention, pour citer certains d'entre eux, ils ne sont peut-être punks, mais pas anarchistes. La plupart d'entre eux connaissent très très bien les règles légales et déontologiques qui cadrent leurs pratiques. Et c'est parce qu'ils les connaissent qu'ils peuvent investir leurs failles, s'immiscer dans les dents creuses de la réglementation, détourner les dispositifs des lois pour se positionner sur d'autres champs
comme si, et c'est là où c'est intéressant, comme s'il y avait urgence à valoriser autrement leur savoir-faire de concepteurs. Bref, ils s'affirment en innovant dans le cadre normatif tel qu'il est. C'est pour ça qu'ils ne sont pas anarchistes. Que raconte leur rapport aux normes de leur travail, de leur mission, de leurs aspirations et de celles de leurs maîtres d'ouvrage? Poser ces questions aux lauréats 2018 des AJAP me semblait encore plus important aujourd'hui, car cette promotion a été nommée à un moment particulier pour le monde de l'architecture. Il y a eu une concordance des temps qui était assez particulière pour eux. Ils ont été nommés à quelques jours du vote de la loi Elan, qui met en branle la loi MOP sur certains marchés publics et dispense du recours au concours public certains maîtres d'ouvrage, comme les HLM, les SEM de construction et de gestion des logements sociaux, etc. Le texte a été promulgué il y a quelques jours, le 23 novembre, et publié au journal officiel aujourd'hui, hier, aujourd'hui ou hier. Alors, évidemment, on peut regretter cette saine émulation que permet le concours de maîtrise d'œuvre. Alors, être désigné lauréat des AJAP, un prix décerné par le ministère de la Culture, au moment où le même gouvernement porte une loi qui ne va pas dans le sens de la qualité architecturale, n'est pas une situation évidente. Cela doit nous forcer à nous interroger. Que savons-nous des attitudes des architectes et des paysagistes face à la loi? Les architectes et les paysagistes, les jeunes praticiens, n'explorent-ils pas déjà des alternatives au cadre législatif contemporain, tels que la loi MOP, le Code de la construction et de l'urbanisme et parfois même les DTU? Que nous disent-ils de la validité des lois? Que nous disent leurs pratiques et leurs projets de la validité des lois qui courent aujourd'hui? Alors, l'exercice que je leur ai proposé pour répondre à ces questions, c'est de m'envoyer chacun 2 images par rapport au petit pitch que je viens de vous faire. Deux images qui représentent leur vision des faits. Comment ils envisagent le rapport à la loi dans leurs projets, dans leur posture, dans leur pratique d'architecte et de paysagiste. Des images qu'on va diffuser maintenant et commenter durant toute cette soirée, mais dans un ordre qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que moi, j'ai assemblé ces images en association d'idées, en contrepoint, etc., selon ma propre interprétation des faits, suivant les indications qu'ils m'ont suggérées. L'idée étant de confronter leurs idées, et donc ils ne connaissent pas l'ordre de diffusion de ces images. Non, pardon, c'est pas parti. Excuse-moi. Alors, quelques mots sur mon interprétation de leurs réponses avant de leur donner la parole. Évidemment, les architectes et les paysagistes entretiennent une grande lucidité face aux normes qui régissent leur pratique professionnelle. Et cette lucidité est bien souvent un ressort de création aux différentes étapes de leur projet. Finalement, on peut dire que interroger la loi, se positionner par rapport à elle, aller avec elle ou aller contre elle, fait partie du travail du paysagiste et de l'architecte. Alors, face à la commande, entreprendre un projet pour répondre à une commande, ça oblige forcément à s'inscrire dans un cadre réglementaire, celui du site, celui qui s'impose par le programme. Et comment rester imaginatif par rapport à ce cadre normatif? C'est la première question, finalement, qu'il se pose. L'enjeu est tel que, face à ces normes, que finalement, la réponse aux règles ou leur détournement est parfois même le cœur de leur projet, le cœur de leur proposition. Dans ce cas, si c'est le cas, la norme n'est plus une contrainte, mais une force, par celui qui la maîtrise, la dépasse, la transforme. Alors, dans le processus de création, il apparaît que les architectes et les paysagistes ont à cœur de prendre en main tout le processus de création de l'espace, de ne pas se borner aux missions définies par la loi MOP, d'où l'intérêt de la questionner aussi, mais d'intervenir en amont de la commande, pour la stimuler, pour programmer le futur, et aussi en aval de celle-ci, en ne quittant pas le chantier, mais en intervenant dans la construction, la mise en œuvre de l'espace. Certains architectes et paysagistes refusent ainsi de quitter le chantier et trouvent des astuces pour y rester. Chez le paysagiste, cela passe par la participation à la mise en œuvre des végétaux sur site, et chez les architectes, par la participation au chantier en tant qu'ouvrier. Des actions qui forcément questionnent les limites du cadre législatif de leur action et qui valorisent autrement leur savoir-faire de concepteur. Car en investissant autrement le processus de conception, les architectes et les paysagistes ne sont plus seulement des dessinateurs projeteurs, finalement. Ils revendiquent leur capacité à problématiser une situation, à réinventer le circuit d'approvisionnement des matériaux, bref, à participer à la construction d'un avenir plus durable pour l'architecture. Comme si, en fait, à l'heure... Comme si, à l'heure où leur rapport dans la construction de cadres de vie était mis en doute, la loi Elan en témoigne, ils avaient à cœur de se positionner sur d'autres moments de la construction, de valoriser autrement leur savoir-faire, de se rendre indispensables ailleurs que dans la maîtrise d'œuvre stricto sensu, pour paradoxalement continuer à pouvoir y prendre part.
Il y a aussi le rapport à la maîtrise d'ouvrage et les habitants. Les architectes et les paysagistes sont-ils capables de mettre volontairement en doute leur autorité légale pour faire projet ? Eh bien, nombreux sont les jeunes concepteurs à investir d'ambition les relations humaines qui se tissent à travers le projet, de ne pas se contenter d'être un maître d'œuvre prescripteur de solutions spatiales, mais de se positionner aux côtés des maîtres d'ouvrage et des futurs habitants d'un projet pour faire émerger d'un consensus leurs propositions. Au fond, en allant plus loin que dans les rapports humains régis par le Code des marchés publics, les AJAP embarquent dans la création de lieux généreux et d'expériences sensibles. C'est aussi ce que je raconte dans l'introduction de l'exposition. Ils produisent des situations spatiales et humaines qu'ils sont en réalité, dans la chaîne de la construction, les seuls acteurs à savoir construire de pair. Comme si les architectes eux-mêmes questionnaient aujourd'hui leur responsabilité professionnelle, car ils ne se satisfont plus de celle que leur impose le cadre légal de la loi. Autant de démonstrations de leur inventivité et de leur capacité d'adaptation aux enjeux de notre temps qui devraient engager les responsables politiques à s'intéresser à eux, plutôt que de promulguer des lois qui les concernent en premier chef sans leur demander leur avis. Surtout que, faut-il le rappeler, dans la chaîne de construction de l'espace, les architectes et les paysagistes sont surtout les seuls garants de l'intérêt public qu'elles représentent. Donc à partir de ça, je vais leur donner la parole et ils vont nous exposer la vision du rapport à la loi qu'ils ont, et on ne va pas hésiter à converser autour de ces propositions et vous-même à intervenir si vous le souhaitez au fil de la discussion. Et donc, sans surprise, on commence par Mathieu. Bonsoir. Donc, Mathieu Combas, Mathieu Grenier, de Les Combas. Du coup, la première image qu'on a choisi de vous présenter, je vais rebondir sur ce que vient de dire Margot. Merci pour l'introduction. C'est un projet à Théoul-sur-Mer de 60 logements. Et en fait, pourquoi on a choisi de partir de projets pour parler de situations où on a été confronté face à la loi. Et en fait, sur ce projet, il se trouve que c'est le bailleur social, le président du bailleur social qui nous a invités à transgresser la loi. On dessinait. Alors, contrairement à ce que tu disais, nous, quand on est en direct et qu'on n'est pas en concours, le doute est permis chez nous. Et on présente toujours plusieurs variantes, plusieurs projets aux clients. Du coup, le doute fait partie du processus de conception et de quelque chose qui est partagé et où on essaie de jouer la transparence en disant les avantages et les inconvénients de chaque figure. Donc on part de ce doute-là et on a construit. Et donc on est arrivé avec un projet qui respectait sagement le règlement, la loi, le PLU. Et en fait, ça faisait une horreur. Ça ne marchait pas dans le site. J'aurais pu sortir des maquettes, mais même on n'était pas allé très loin. De ces premiers éléments-là, on a presque un peu honte de les ressortir maintenant. Donc on a dit on les cache et on va parler de ça parce que Bayer très vite nous a dit non mais respectez pas. Franchement, la loi, le PLU, dans 20 ans, si votre bâtiment il est moche, personne ne se souviendra qu'il y avait un mauvais PLU. Par contre, si vous avez un bon projet, un mauvais bâtiment, on se souviendra de l'architecte 20 ans plus tard qu'il a signé. Donc transgresser. Et lui était, en fait, ce bailleur-là était un ancien DGS d'une commune de la région niçoise et connaît très bien le code de l'urbanisme et dit se retourne, attrape dans son bureau le code de l'urbanisme, sort article 5 alinéa 62, je dis n'importe quoi, mais bon, il connaissait par cœur et fait voilà, pour du logement social, on fait ce qu'on veut et on transgresse. Moi je vous le dis, s'il y a besoin de transgresser, on respecte pas la loi. Et j'ai trouvé ça assez magnifique qu'un maître d'ouvrage arrive et dise bon ben voilà. Et là je me suis dit bon ben on peut apprendre et la transgression, c'est pas forcément qu'une attitude d'architecte, ça peut être une attitude de bon maître d'ouvrage. Voilà. Et ça a été une leçon pour démarrer. C'était au tout début, au moment où on a commencé à faire des logements et on s'est dit, tiens, avec ce monsieur, on a envie de travailler. Mais bon, je pense que les transgresseurs, ils durent pas forcément toujours longtemps. Il a beau avoir livré beaucoup de très beaux logements, il a été un petit peu mis de côté. Et aujourd'hui, il fait plus de logements, malheureusement. Mais il a œuvré et construit beaucoup de très belles opérations dans la région niçoise. Philippe Touesca, c'est vraiment quelqu'un de remarquable et qui a participé, œuvré et mis pied à l'étrier à beaucoup de jeunes agences sur Nice, tant quand il était à Montsartou que quand il a été au logis familial. Voilà. Donc la transgression, c'est pas forcément que les architectes. Exactement, c'était un peu ce que je voulais dire.
On peut juste savoir, pour permis de construire, comment c'est passé, parce que c'est pas tout renversé, mais ça reste. Alors, le projet, en l'occurrence, aujourd'hui, n'est pas encore au stade permis de construire. C'est un projet très long parce qu'en fait, il y avait une question ils ont fait intervenir l'EPF pour acquérir le foncier. Donc, le temps que l'EPF acquiert le foncier, il a fait une révision simplifiée en disant on fait un emplacement réservé. À partir du moment où on fait un emplacement réservé pour un équipement public, donc en tant qu'équipement public ou construction de logement social, on peut transgresser le PLU. Voilà. C'est ça ce que disait en fait l'article du Code de l'urbanisme qui nous a sorti à ce moment-là. Voilà. Ça répond à la question. Vous voulez montrer à la mairie quand même ça? Le projet donc le projet a été fait en échange et en dialogue avec la mairie, parce qu'en fait ce projet-là, le bailleur s'est fait contacter par le maire, qui était en fait le DGS de cette commune, connaissait bien le maire parce qu'ils travaillaient ensemble. De ce que je peux comprendre, ils devaient être ensemble à Montsartou. Et le maire, qui est gériatre, avait un problème. C'est que Nice, la Côte d'Azur, dit beaucoup de retraités, surtout du côté de Cannes. Donc du coup, beaucoup de retraités, mais des retraités modestes. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère les situations des retraités modestes? Donc du coup, toute la logique, c'était la transgression dans le montage pour faire un équipement qui résout l'accessibilité. On ne le voit pas, mais en fait, le bâtiment qui est en haut, c'est une école. En bas, il y a la place de la mairie. Et donc, le bâtiment, c'est un bâtiment ascenseur public qui permet de gérer l'accessibilité PMR de l'école qui est en haut. Et c'est également voilà, tout est mêlé. C'est ça qui est génial à Nice, comme le foncier est rare et les opportunités sont un peu rares au niveau foncier. Il y a des gens un peu inventifs comme ça qui font un peu de mixité. On retrouve ça à Paris, mais dans le sud de la France, c'est assez rare à part ça. Voilà. Bonsoir, alors Damien Anthony de l'atelier d'architecture civile. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi de savoir effectivement, avant de la transgresser, la loi, ce qu'elle représente. Alors cette image, c'est pas du tout à Paris, évidemment en région parisienne, là où le principal de l'activité de notre atelier d'architecture travaille. C'est en Suisse où en fait la loi est rendue visible, justement. C'est ce qu'ils appellent là-bas un Baugespan. C'est en réalité une visualisation de la construction future pour se rendre compte de ce que ça va faire. Et c'est aussi un peu ce que nous on porte chez Civil, c'est cette manière de rendre la loi publique, en tout cas de la rendre visible. Et en réalité, c'est uniquement pour dire que la première des démarches consiste aussi au-delà de l'existant, du relevé qu'on peut avoir, au-delà de l'existant physique, il y a aussi un existant immatériel que tout projet, à notre avis, est en devoir de relever. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a énormément de formes, avant même de prendre le crayon, qui sont prédéterminées par un faisceau de contraintes juridiques, réglementaires. C'est un peu ce que Margot Darieux disait dans son introduction. Et ces contraintes, elles ont eu un nom. Elles avaient été appelées par les Crimson Architectural Historians. Ils les appelaient Orgware, pour Organizational Ware, qui est en gros tout ce faisceau comme ça qui conditionne le hardware, c'est-à-dire donc qu'est-ce qu'on relève, qu'est-ce qui est possible de faire. C'est un existant immatériel à relever. Et aujourd'hui, on peut pas faire l'économie de ça quand on fait de l'architecture, je pense. Connaître bien le contexte avant de s'immiscer dans ces failles, peut-être. Oui, c'est-à-dire que parfois, et peut-être dans la deuxième image que je présenterai, c'est dans la connaissance fine de cette loi qu'on peut déceler les failles et qu'on peut éventuellement la renverser ou à un moment pas la subvertir, mais finalement l'utiliser par exemple pour une programmation particulière ou pour une architecture particulière.
Bonjour, Damien Roger de Palude, on est paysagiste. Là, c'était un projet, cette image que j'ai choisie, c'est un projet qu'on a réalisé il y a plusieurs années maintenant, qui était un projet conduit par l'agence Construire, Patrick Bouchin et Chloé Baudard. Et là, c'est une vue une sorte d'énorme tas de terre comme ça, qui est disposé dans la cour en fait de ce bâtiment. C'est assez énigmatique, mais disposé dans la cour de ce bâtiment qui était déjà en cours de construction. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur ce projet-là, ils ont découvert très tard, alors que le projet était déjà lancé, que les terres étaient extrêmement polluées, donc il y avait des traces importantes de plomb, de cadmium, etc. C'était un site industriel qui est vraiment dans la vallée de la Loire, en fait, dans cette espèce d'imbroglio géant mais passionnant qu'il y a à Saint-Pierre-des-Corps autour des grandes voies de chemin de fer et de tous les bâtiments que ça dessert autour, de logistique, etc. Et donc la présence de plusieurs industries qui sont succédées sur ce même site a laissé ce sol comme ça pollué qui était totalement couvert, en fait, qui n'avait pas vu le jour depuis une trentaine d'années, je crois. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas de budget du tout, évidemment, pour ça. Les calculs ont été faits assez rapidement. Je crois que la dépollution du sol, il fallait donc extraire ce sol. La dépollution du sol impliquait je crois qu'elle coûtait à peu près la moitié du budget général du projet, si c'est pas plus. Je dirais peut-être pas la totalité, mais je crois qu'on n'était pas loin. Voilà. Et du coup, cette découverte, en fait, alors que le projet était déjà lancé, elle a permis de rebondir. Et ça, c'était un peu l'intelligence de l'équipe, justement, de Patrick Bouchin, etc. C'était de dire finalement, d'accord, alors les fondations, on va les penser autrement. Du coup, tout avait été fondé sur Micropieux, etc. Mais on se retrouvait quand même à la fin avec 350 à 400 mètres cubes de terre et de gravats mélangés comme ça, pollués, qui étaient sur le site et dont on ne savait pas quoi faire. Et donc nous, on avait été missionnés à ce moment-là dans le cadre interprétation de la loi, dans le cadre d'un 1% artistique et paysager. On avait été missionnés pour faire quelque chose avec ce volume de terre. Et donc on avait très très peu de surface. Je crois qu'on avait en tout dans les 300 mètres carrés, quelque chose comme ça, pour stocker cette terre et en faire quelque chose. Et du coup, à travers toutes ces questions de la phytoremédiation, etc., etc. C'est des grands sujets qui sont très vastes et qui sont en fait très récents. Les études pour moi, les études sont toutes fraîches encore, elles sont vertes. Et donc nous, c'est des techniques qu'on a abordées avec beaucoup de prudence. Et donc ce qu'on a proposé de faire, en fait, c'était de travailler vraiment sur des reliefs, en fait, et de servir de cette contrainte plutôt pour en fabriquer quelque chose de spatial. Et donc on a véritablement créé des sortes de mini-géographies qui étaient des monticules comme ça, qui étaient plantés, semés, etc. Et donc on est plus parti sur des méthodes de phytostabilisation, on appelle ça. C'est-à-dire que par le vivant, le végétal et l'implantation d'un espèce de nouveau biotope, en surface comme ça couverte, on réimplante une vie qui va transformer en fait les molécules qui sont présentes dans le sol et qui va les amoindrir au fur et à mesure du temps. Mais c'est des processus qui peuvent mettre une cinquantaine voire une centaine d'années. N'empêche que du coup un projet avait été fait avec tout ça et qu'il y avait vraiment une sorte de petit parc en plusieurs espaces qui était réalisé, qui était recouvert d'une terre d'une épaisseur comme ça de terre, parce que c'est quand même un espace qui était accessible au public, à les enfants potentiellement, enfin voilà. Donc ça avait été la matière première de ce projet-là. Et donc la réponse à cette loi qui nous oblige à dépolluer les sols, finalement, c'était de dire mais est-ce que c'est pas une absurdité géante de sortir de ce site 400 mètres cubes de terre, de les envoyer où? Dans des usines, on ne sait pas très bien. Une fois que ce sol il est lessivé pour être nettoyé, pour être dépollué, qu'est-ce que ça devient en fait? Qu'est-ce qui reste de la lessive? Et finalement, ça créait des trajets, des transports, etc. Et il nous semblait que c'était intéressant d'essayer de réinterpréter cette histoire à travers la stabilisation du sol pour en faire un projet. Voilà. On n'est pas dans le cadre d'une commande publique, il me semble. Non, en fait, c'est une commande qui est particulière, parce que c'était le cadre d'une commande qui était... c'était une compagnie de théâtre de rue qui est très implantée dans la région, qui faisait refaire entièrement tous ses locaux, ainsi que les locaux du pôle des arts urbains, qui est une sorte de centre de groupe de réflexion en fait sur l'architecture et l'événement dans la ville dans le cadre de l'architecture, de la grande architecture. Juste pour rebondir, parce qu'en fait on a eu les mêmes problématiques sur des projets, et je trouve que c'est là aussi où on est malin pour déjouer la loi, mais on n'est pas bon pour faire fabriquer des lois qui fabriquent de l'économie. Parce que finalement, en fait, toutes ces histoires de dépollution de sol,
Et la loi Elan va exactement dans ce sens. On se rend compte que on est dans une machine aujourd'hui où finalement le lobbying est plus fort que l'intérêt général. Alors il y a des acteurs, je parlais tout à l'heure des acteurs qui défendent l'intérêt général, mais qui ne sont pas que les architectes. On n'est pas seul dans le combat, mais dans la fabrication de faire des lois pour dire qu'on va dépolluer, qu'on va amener dans des charges de classe 2, de classe 3, de classe 4, pour traiter des terres où finalement, j'ai un ami qui était dépollueur de sol, et il me dit, on met un peu de poudre de perlimpinpin, on arrive avec des grosses combinaisons, on fait peur à tout le monde, on prend la terre, on la charge, on ferme les yeux, on l'amène, on la pose dans des stocks, et finalement après il se passe, comme tu dis, voilà, c'est le lavage, et finalement c'est une fabrication d'une économie qui coûte très cher, et on se rend compte que très souvent, on a appelé, donc sur un dossier pour Kaiser, on a appelé un dépollueur, et il nous a dit non mais vous savez, vous pouvez les stocker sur votre terrain, vous les réenfermer à 1 mètre en dessous. Ma femme a fait la même chose, elle est aménageuse dans un grand parc à Nice, où un peu comme vous, ils ont remodelé les choses, et en fait on ne le dit pas, alors on fabrique une économie, c'est complètement fou, donc voilà. Et là-dessus on n'est pas bon pour aller... c'est là où Archi on est intéressant, parce qu'on apporte une économie potentielle, mais je trouve qu'on n'est pas bon pour en faire un cadre législatif. Le cadre législatif va pas dans le sens de l'intelligence collective, de l'intérêt général, et on est un peu passif là-dessus, quoi. Donc c'est face à la loi, on a toujours la réaction à contre-temps, on est toujours dans la résistance, et c'est un peu peut-être le défaut des architectes. Vous êtes dans l'invention aussi, hein, cas de... La résistance fait de l'invention, du coup, je trouve. Parce qu'on n'a pas les moyens. Il faudrait plus de représentants dans les... Je sais pas, mais dans les corps intermédiaires. On fait comme on peut, mais ça nous amène à être dans l'invention. En même temps, ça fait des beaux projets. Pardon, je suis dans l'autre sens. Vas-y. Arthur Rosen, 1986. Je sais pas si j'ai tout à fait compris le sujet, mais mais pour essayer de faire un lien avec ce qui vient d'être dit, ça c'est les images de plusieurs appartements qui ont été réalisés par Arakawa et Madeline Jeans, qui sont, elle est américaine et lui est japonais. C'est des architectes un peu à la frontière de l'art et de l'architecture. Et dans l'idée de... Alors, je connais pas du tout la réglementation japonaise, donc je sais pas s'ils ont ou pas respecté la loi, etc., etc. Bref. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est la loi comme la norme et comme l'usage et comme l'habitude. Ils font ça pour des personnes âgées. Et le postulat de départ, c'est de dire à un moment donné, plutôt que de faciliter la vie des personnes âgées, on va au contraire leur complexifier les choses. Donc dans un même espace, il y a je crois 16 ou 17 couleurs différentes, histoire de brouiller complètement les pistes. Il y a des formes ovales, ovoïdes, il y a des doubles révolutions, il y a des différences de niveau de sol, rien n'est droit, tout est hyper compliqué d'accès. Tous les interrupteurs sont mis n'importe comment, à des hauteurs différentes, etc. Bref, c'est une sorte d'anarchie totale, mais en même temps très organisée, parce que très réfléchie sur la façon dont on va à un moment donné stimuler le corps humain et subvenir aux besoins des personnes âgées, plutôt que de leur proposer de l'ultra confort et à un moment donné de la modération, on va à l'inverse les pousser à se dépasser. C'est cette idée qui m'intéressait dans le rapport à la loi, dans une sorte de transversalité comme ça entre à la fois se poser la question à un moment donné de l'usage et des choses, et puis de le retourner, et puis là de le pousser à l'extrême. Alors en l'occurrence, dans l'idée de l'expérimentation comme ça, notamment de Palud pour raccrocher à ce que tu disais, et Mathieu quand tu disais que est-ce qu'on doit pousser la loi quand l'idée est bonne, ça marche pas du tout, a priori. Je crois que ça a été un échec total. Il y a plein de médecins qui se sont élevés contre, il y a des expérimentations sur le truc. Bon, bref, donc c'est une sorte de contre-exemple en réalité des choses, mais voilà, c'est ce qui m'intéressait dans
Peut-être que c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais une question sur le test pour forcer la loi, en tout cas, ou en tout cas conduire à des réglementations qui soient différentes, c'est le permis d'expérimenter, permis de faire, qui peut-être pourrait conduire à ce genre de pratique où on expérimente dans un certain cadre, hein, c'est très cadré, très défini, mais on expérimente pour détourner ou en tout cas esquiver dans certains cas les règles qui peuvent contraindre trop la production. Voilà. Mais là, ce serait un permis de faire qui aurait capoté. Peut-être à retenter, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, la démarche était intéressante. Oui, justement, au niveau du permis de faire, puisque là on parle aussi de l'actualité des lois, hein, comment ça se fait qu'on l'ait permis aux bâtiments publics alors que dans le même temps, on va réduire le nombre de commandes publiques, il faudrait l'autoriser pour le privé aussi, c'est-à-dire dans un cadre peut-être qui permette l'intérêt général, mais pourquoi en fait on assiste à deux mouvements inverses alors qu'on pourrait autoriser le permis de faire par exemple dans le cadre des appels à projets où nous on travaille beaucoup, où justement il y a une grande complexité. À mon avis, je pense que s'il y avait plus de concertation justement ou de consultation des architectes au sujet de la fabrication des lois, ce serait peut-être, il y aurait des idées positives qui pourraient émerger. Surtout que dans ce champ-là, dans le champ du privé, par exemple, on va complètement à rebours, c'est-à-dire que maintenant tu veux faire une maison à 300 000 €, il faut un contrôleur technique et un SPS. Donc il faut, on fige il n'y a plus le permis d'expériment. Avant, les modernes, ils naissent aussi parce qu'il y a dans le champ de la construction privée, il y a un flou, il y avait une capacité à expérimenter, à aller un peu à transgresser, à aller au-delà dans l'expérimental. Aujourd'hui, c'est même pas possible. Le privé, dès que t'es 300 000 €, c'est quasiment rien. Si à 300 000 €, il faut un contrôleur technique, un SPS, c'est déjà costaud. Puis pour un client, donc l'expérimentation, on la bride totalement, quoi. Mais je pense que c'est, encore une fois, il y a le BIM, la volonté qu'on soit des sélectionneurs dans des boîtes de dialogue et plus des dessinateurs ou agenceurs de produits. On doit gratter, on doit déranger, je pense. Oui, j'allais rebondir plutôt sur l'autre image, mais ah non, sur l'autre image que j'ai proposée, mais c'est pas grave, je peux présenter celle-là. Donc Élise Giordano de l'atelier Aino. Nous, l'expérimentation, donc pour rebondir plutôt sur ça, on a pu la mettre en place parce qu'on a répondu à de la commande privée pour un petit budget. Donc du coup, on était assez libre justement d'être moins encadré par la contrainte réglementaire. Là, c'est un projet donc, qui nous a permis de mettre en place un chantier participatif. Donc on s'est beaucoup posé la question de comment le mettre en place, puisque c'était pas si évident en tant qu'architecte de pouvoir l'encadrer. On a bien sûr appelé l'ordre des architectes et la MAF, et après plusieurs échanges avec eux, on a toujours à l'heure actuelle pas bien compris si oui ou non on pouvait vraiment prendre ce risque-là, et qu'est-ce qu'on risquait réellement en cas d'accident. Donc au final, on a fait appel à un artisan murailler qui avait la capacité d'encadrement de personnes non formées, ce qui nous a permis d'accepter de prendre ce risque partagé, on va dire, ainsi qu'avec la maîtrise d'ouvrage qui était assez partante pour le projet. Enfin, il a fallu la convaincre au début. Et du coup, ça nous a permis finalement de réaliser cette belle expérience en 3 week-ends, de faire venir une 60aine de personnes néophytes dans la construction de murs en pierre sèche et de reconstruire ce mur en seulement 6 jours de travail, ce qui nous a permis d'économiser au niveau de l'enveloppe budgétaire
énormément, et aussi pour nous de revenir à un bon sens, c'est-à-dire que la plupart des devis des entreprises nous proposaient d'effondrer le mur et de le reconstruire avec des fondations en béton armé et un parement en pierre, alors que finalement on avait sur site déjà toutes les pierres pratiquement, voire plus, puisque avec le reste des travaux on pouvait en apporter un peu plus. Et donc voilà. Ce qui est étonnant, enfin, dans les deux exemples que vous nous avez montrés, c'est que en inventant par rapport à la contrainte réglementaire, vous êtes finalement plus au fait des enjeux environnementaux qui s'imposent à vos projets aujourd'hui, et vous améliorez la réponse à ces enjeux-là en économie de matière, en économie de transport, en économie tout court. Nous, c'est vraiment ce à quoi on croit, et effectivement, c'est aussi pour ça qu'on a souhaité monter notre propre projet, l'atelier Aino, je veux dire par là, parce qu'on pense vraiment que c'est possible de le mettre en place avec un peu de bonne volonté, et aussi de réfléchir à la méthodologie, justement, de prendre le temps de savoir comment on va s'y prendre et qui convaincre, et voilà, de décomposer le problème pour voir comment le résoudre. Et de questionner toutes les modalités réglementaires qui peuvent conduire à ces projets, de ne pas se contenter de respecter la formule admise par tous, la norme. Oui, après, je pense pas non plus qu'on soit très révolutionnaire au sein de l'atelier Aino. Je pense qu'on est assez respectueuse du cadre législatif, mais plutôt répondre à des appels à projets, par exemple. On a le cas actuellement où, justement, pour dépasser le cadre légal, on va aller chercher des financements, plutôt cette démarche-là pour pouvoir... C'est-à-dire des financements en dehors du marché de la construction. C'est ça. Sur des pratiques plutôt artistiques ou des choses comme ça. Oui, ou par exemple avec l'ADEME. Nous, on est beaucoup dans le champ du réemploi des matériaux, et on a de la chance parce qu'actuellement, c'est quand même, surtout en région parisienne, dans le sud de la France, ça émerge à peine, on va dire. Mais on pense qu'il y a aussi façon d'expérimenter par des financements publics qui permettent de soutenir l'action. Grégory Morisseau, Corem, paysagiste. Alors pour cette première image, oui, j'ai choisi ce cliché de la plage Sainte-Anne à la Tranche-sur-Mer. Une photo prise en 2011, soit une petite année après le passage de Xintia. Bien malheureusement connu pour les dégâts et les pertes matérielles et humaines du côté de la Faute-sur-Mer. Donc là, c'est un petit peu plus au nord, mais les dégâts ont été assez considérables aussi. J'ai choisi cette image pour évoquer la question du littoral, hein, qui est au départ un espace mobile par définition, et non pas un trait de côte. Hein. Et cette image, elle évoque bien cette question du trait de côte, hein, figé, fixé, pour contenir une urbanisation. Pour certaines de ces maisons, certaines sont antérieures à la loi littorale de 1986, hein, d'autres maisons un peu plus récentes. Mais cette loi littorale, voilà, on avait plutôt, j'ai plutôt l'impression qu'on est en train de dire le droit est à remettre en question. J'aurais aussi tendance à dire que parfois le droit est bien fait, hein, notamment pour la loi littorale. Au ministère, on parle d'une cathédrale législative. L'actualité veut qu'on la remette en question, cette loi littorale. Avec la loi Elan encore. Et avec la loi Elan notamment. Et cette loi littorale, elle permet aujourd'hui d'évoquer la bande des 100 mètres, hein, par rapport au trait de côte, pour reprendre cette terminologie qui n'a de réglementaire que l'expression. On parle de coupure d'urbanisation, ce qui est très bien. On parle aussi d'espaces remarquables qui, en termes de paysages, fondent la plupart de la qualité paysagère des espaces littoraux. Mais évidemment, aujourd'hui, dans cette mobilité littorale et naturelle, on a cette fixité anthropique, hein, urbaine, qui est de fait remise en question par des forçages littoraux existants, et plus encore par la hausse statique,
la hausse du niveau de la mer, qui impose vraiment un autre positionnement intellectuel et, je dirais même, réglementaire. Donc, un certain nombre de pistes sont abordées. On a eu l'occasion de travailler sur l'île de Ré, sur des territoires en Normandie, sur aujourd'hui des plans de prévention des risques littoraux qui envisagent de planifier autrement le littoral, hein, qui soit agricole, urbain, naturel. Et on voit qu'à partir de ça, et même donc depuis Xynthia, si on avait fait cette discussion il y a 10-15 ans, on aurait très bien pu dire, mais c'est très simple, on recule les habitations. Sauf que Xynthia, encore une fois, est passé par là, et que c'est pas si simple d'un point de vue juridique, réglementaire et économique. Et on a pu se rendre compte, effectivement, que d'un point de vue social et sociologique, c'est encore plus différent. Mais ce sera peut-être l'objet, avec la photo suivante, d'évoquer quand même un glissement qui doit se faire, alors je pourrais dire de gré ou de force, vers des projets plus résilients, puisque c'est l'expression qui est consacrée aujourd'hui. Il y a quelques années, on parlait plus de projets adaptatifs, ajustés, mais qui laissent la place à une autre manière d'aborder l'espace inondable ou submersible. Il y a des outils juridiques, comme les zones d'aménagement différé, qui ouvrent là la porte à une autre manière de construire, alors là pour les copains architectes, mais aussi à composer des paysages qui ne sont pas uniquement des paysages que remarquables, mais économiques, agricoles, alors, en tout cas porteurs d'aménité, voilà, si on peut le dire, pour donner une lueur d'espoir ou une réponse à ce type d'image qui peut être un peu frappante, cinglante. Ce que tu dis aussi, Grégory, c'est que ce que tu exprimes aussi, c'est que finalement vous êtes impliqués, vous paysagistes, dans la rédaction de ces règlements d'urbanisme locaux, en fait. Oui, mais je t'avouerai que c'est rare, en fait. Il y a des réflexions très très amont, comme des programmes d'aménagement et de prévention des inondations. Et je n'en connais qu'un où, dans le groupement de maîtrise d'œuvre, il y avait un paysagiste. On avait la chance d'y être. Mais la plupart du temps, non, c'est l'ingénierie technique et réglementaire qui prévaut et ce qui conduit à ce type de réponse. C'est-à-dire que le fixisme, l'enrochement, la vision court-termiste, qui coûte très cher. Mais nous, ce qu'on dit, ça coûte aussi très cher, mais c'est beaucoup plus étalé dans le temps parce qu'il y a cette dimension prospective qui permet de replacer les choses dans leur contexte séculaire, je dirais, parce qu'évidemment, on est sur des processus lents, mais en même temps, finalement, assez rapides. Et le plan de prévention des risques littoraux sur lequel on travaille aujourd'hui, le maître d'ouvrage a souhaité que il y ait un volet paysager, hein, c'est comme ça qu'il l'a traduit, mais ils ne sont pas tous comme ça aujourd'hui. Et c'est parce qu'aussi on intervient dans une zone qui est classée grand site, hein, et périmètre de zone de site classé. Donc il y a des contraintes paysagères. Et quand, alors on ne dit pas qu'il ne faut pas faire des ouvrages. Il y a des situations, alors pour reprendre l'expression d'un géographe bien connu, Roland Paskov, qui a travaillé sur ces questions-là, il dit on ne pourra pas protéger partout, mais on protégera en priorité les zones à enjeux socio-économiques forts, donc nécessairement les villes. Et bien à partir de là, il va falloir construire des ouvrages, mais attention, avec un degré qualitatif extrêmement important. Donc là, j'allais dire d'un point de vue du droit, on remplace une zone urbaine par une autre, hein, mais il y a toute la valeur paysagère qui va derrière. Mais quand on doit désurbaniser un secteur qui est classé zone à urbaniser, qu'est-ce qu'on classe derrière et comment on le reclasse, hein, à quelle fin, agricole, naturelle. Et c'est là que les discussions sont compliquées, de la même manière que pour relocaliser. Quand on dit on fait passer un premier rang à l'arrière d'un village, mais à l'arrière, il n'y a pas la place au PLU. Donc est-ce qu'on ouvre des zones urbanisées, donc c'est très compliqué, ou est-ce qu'on remet les gens 5 km en arrière-pays pour revenir finalement à une situation avant la balnéarisation du 19e, 20e siècle. Ça m'évoque une situation, là c'est spécifique aux paysagistes, mais il se pose les mêmes questions pour la rédaction des PLUI.
avec, en territoires ruraux notamment, avec l'implication d'architectes qui ont toute leur place dans ces équipes de maîtrise d'œuvre et qui peut-être justement auraient toute leur place dans la création de réglementations urbaines, plutôt que de confier ces contrats uniquement à des bureaux techniques, mais également d'impliquer des porteurs de projets, ou en tout cas des gens en capacité de projeter, de s'inscrire dans une prospective. À l'intérieur de ces équipes, il y en a donc des architectes qui rédigent des PLUI, mais c'est vrai que ce sont des missions qui ne sont pas très investies par les architectes et qui mériteraient sûrement de l'être pour... Parfois, l'écueil, j'allais dire, de la loi ou de la réglementation, c'est l'uniformisation. C'est-à-dire que, ou la jurisprudence. Parce que c'est permis à un endroit, pourquoi ce ne serait pas permis à un autre? Sauf qu'en croisant d'autres critères qui sont ceux liés peut-être plutôt sensibles d'une certaine manière, et moins à l'économique, au paysage, aux valeurs architecturales, ben, il y a certains endroits où non, il ne faudrait pas reproduire. Voilà, donc comment on décline un droit qui peut être adapté pour certains secteurs et pas adapté pour d'autres? Après, c'est une question culturelle, j'ai envie de dire aussi. En France, on va dire, on a un urbanisme de droit. Bon, vous allez croire que je suis un anti-juriste, mais non, on a un urbanisme de droit, là où parfois ailleurs, l'urbanisme est un urbanisme de projet. L'urbanisme de projet est une exception en France. L'urbanisme de projet existe dans les ZAC, mais partout ailleurs, quand on construit et on transforme le territoire, c'est le droit qui prime, et c'est les opportunités foncières, c'est le marché. Et aujourd'hui, on le voit bien avec les Gilets jaunes, parce qu'on peut rebondir encore sur de l'actualité législative. En fait, la question de la mobilité, de l'organisation du territoire, le laisser-faire, où finalement on a acheté une paix sociale des agriculteurs qui n'avaient pas de système de retraite, parce qu'à un moment, il faut le dire, les agriculteurs n'avaient pas de système de retraite. Donc comment on a fait et pourquoi est-ce qu'on a fait tout le pavillonnaire? C'était parce qu'on a voulu vendre du foncier, les maires ont acheté la paix sociale auprès des agriculteurs en disant on va vous laisser urbaniser vos terres agricoles et ainsi vous allez avoir une retraite et une rente et ainsi de suite de génération en génération. Ça, c'est comme ça que la France a procédé depuis la fin de la politique des grands ensembles. On a instillé le rêve du pavillonnaire et à partir de là on part sur 50 années de maisons individuelles. Maintenant, on se le prend en pleine gueule avec le pétrole qui est cher. On le savait déjà en 1974 quand on a lancé ces politiques de maisons individuelles. Et au lieu de prendre le problème à la source et de dire, il y a un moment, les choses sont de société et c'est pas qu'une question d'espace, voilà, on se reprend les trucs en pleine gueule. Le boomerang, il revient toujours plus tard. Oui, alors pour rebondir, parce qu'on est aussi en zone inondable ici, et c'est vrai qu'on est sur un fleuve cette fois-ci, on est sur la Seine. Donc on est sur un projet que là on est en train de réaliser, enfin, on est en étude aujourd'hui, qui est un projet de logistique urbaine fluviale en plein cœur de Paris, intégré dans une berge parisienne sur 8000 m², où justement on développe un principe de livraison du fleuve, de livraison des marchandises par le fleuve, et ensuite de transport par triporteurs et petites camionnettes, ces marchandises dans la ville. Et donc en fait on est sur une alternative au camion, au diesel, par le fleuve. Et en réalité, la ligne que vous voyez en rouge là, c'est la ligne qu'on appelle la ligne des plus hautes eaux connues, qui est en fait la ligne de la crue 1910, qui est en fait c'est l'expérience qui s'est transformée en une loi, quoi. C'est-à-dire que cette ligne-là, on peut pas créer de surface de plancher en dessous. C'est une ligne d'inondabilité. Et en réalité, l'astuce ici, enfin plutôt ce qui est intéressant de voir, c'est que parfois effectivement la loi permet des choses, et elle n'est pas seulement elle est pas seulement une contrainte, elle est aussi un rempart, hein, pour parfois empêcher des forces économiques, des forces
d'autres forces qui peuvent contraindre des choses, et elles peuvent être justement une source d'innovation. Là, en fait, ce qui a été fait, c'est que c'est l'ancien parking de la Maison de la Radio, et justement, l'idée, c'est de transformer ce parking en base logistique du dernier kilomètre. Et toute cette base-là, elle est waterproof, c'est-à-dire que quand la crue arrive, on est prévenu à l'avance, et en fait cette base-là peut se vider de son contenu puisque tout est mobile à l'intérieur. Donc c'est un projet qui justement profite de la loi pour faire quelque chose là où on n'aurait pas pu faire autre chose aussi. Et donc c'est d'utiliser ces espaces-là où à un moment la loi ne permet pas de le faire. Et ça, je pense que c'est aussi important, et c'est pas forcément de l'opportunisme, parce que nous, à travers justement ces questions réglementaires, on voit parfois la loi est aussi une sorte de cheval de Troie de la création architecturale et programmatique. C'est-à-dire que on continue d'être dans l'intérêt général, et là, on est dans un projet quand même privé. Mais justement, on propose une programmation à travers cette interprétation de la loi. Et pour interpréter la loi de cette manière-là, il faut avoir ces connaissances-là, il faut aller chercher justement l'interdiction. Il faut vérifier que c'est possible. Et c'est aussi un peu ce qu'on est en train de faire. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose où on a d'autres contraintes qui sont par-dessus, on a les monuments historiques, mais globalement, on est vraiment typiquement dans ce relevé de l'existant des contraintes qui est fondamental de faire, à notre avis, pour typiquement faire ce genre de renversement. À noter aussi que dans ce cadre-là, vous avez la possibilité de faire de la programmation, et vous réinvestissez votre capacité, et ça c'est quelque chose que vous revendiquez, il me semble, chez Civil, la capacité à problématiser vous-même un site, et à ne pas se contenter d'un programme préficelé, mais de le questionner. Et donc là, dans le cadre de Réinventer Paris, c'est Réinventons la métropole. Oui, c'était Réinventer la Seine. Réinventer la Seine. Et donc là, justement, ce qui était important, c'était de donner un lien à la Seine. Et en fait, c'est ce qui a permis aussi de redonner, de donner le lien à la Seine en proposant cette programmation-là. Et effectivement, un des liens qui est important, ce qu'on voit sur la coupe, c'est que là, on a la voie Georges Pompidou à cet endroit-là, où on voit l'arbre. Et en fait, l'idée du projet, qui est aussi un dispositif architectural, ce dispositif architectural permet le programme de logistique fluviale, notamment en livrant directement des palettes par le fleuve qui sont ensuite dispatchées. Et donc effectivement, à un moment, il y a à la fois une innovation programmatique, mais cette innovation programmatique, elle est rendue possible par la loi et par un dispositif architectural, intégré évidemment dans un quai. Donc oui, voilà, là la loi est rempart, et elle peut l'être à beaucoup d'égards. Notamment, on construit un autre bâtiment sous le périphérique où on pouvait construire rien d'autre que justement un bâtiment de logistique urbaine, le micro Rungis là, qui est dans l'exposition. Bon, encore une fois, je vais faire lever un petit canard. Un projet où en fait, on n'a pas respecté la loi, et on n'a rien fait, on n'a rien fait dans les règles de l'art. Et bon, voilà, on est en petit comité, donc ça va bien. Et on va pas le crier sur tous les toits. Donc c'est un refuge dans les Cévennes pour un lieu de. Ma famille, on est dans la tradition protestante, on enterre nos morts sur nos terres. Et dans notre famille, on n'enterre pas parce qu'on n'a pas. On n'a pas de tombe sur ce terrain-là, mais par contre on disperse les cendres sur ce terrain-là. Donc on était déjà dans la transgression. Chez moi on dit réboussier. Donc on avait cette ruine, et on avait l'envie, en démarrant Combas, on avait un projet de restaurer la ruine et d'en faire un refuge, un lieu où on se retrouve en famille, où on peut ranger le matériel pour jardiner sur ces terrains qui nous tiennent cœur au pied du Mont Lozère. Et en fait, pourquoi je l'ai mis? Parce que on savait pertinemment que si on déposait le permis du projet qu'on avait envie de faire,
on n'aurait jamais le permis. Et en fait, c'est une réalité. Je vais passer pour un mec très noir, mais voilà, c'est qu'en fait, il est 10 fois plus compliqué pour un architecte d'obtenir un permis que pour un néophyte, un profane qui voudrait avoir un permis. Je dis pas ça sur notre cas particulier, on dit ça parce qu'en fait, mon associée Sophie est à la fois au syndicat et archi-conseil à Valbonne, donc une commune des Alpes-Maritimes, et elle voit bien la différence de traitement qu'il y a entre les permis de construire qui sont déposés dans le pétitionnaire est un architecte et ceux où ce sont des particuliers. Et un particulier, il y a presque, on lui dit presque textuellement en consigne de la collectivité, les embêtez pas trop, vous améliorez 2-3 choses, mais on laisse passer. Il y a un architecte, les demandes sont à rallonge, et à la fin, c'est une usine à gaz. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais on a cette métaphore, on dit, finalement, on est dans une situation actuellement où c'est comme si on avait plus de chances de gagner un procès sans avocat qu'avec un avocat. Voilà, c'est à peu près notre quotidien. Parce que les instructeurs, les services considèrent qu'il y a un sachant, et comme il y a un sachant, et ben ce sachant-là, il est payé pour faire les choses, et ben on va lui en demander. Alors que le non-sachant, au lieu de l'embêter pour qu'il atteigne le niveau requis normalement minimum pour pouvoir construire, et ben c'est déjà bien, ils construisent, bon, on va pas trop les embêter. Et voilà, face à cette situation-là, ben on a joué les dupes et on a dit bon ben ce projet, on a triché totalement, c'est-à-dire que c'est ma mère qui est pétitionnaire du projet. La pente de la toiture, elle est inversée. La proportion de la baie, elle est inversée. Elle est verticale, elle n'est pas horizontale. La surélévation n'est pas en pierre, mais elle est pas en liège, mais elle est en pierre parce qu'on jamais le parc national des Cévennes, puisqu'on est il y a un petit ruisseau qui passe là, juste au pied des arbres, et hop, on est dans le parc national des Cévennes, donc on est dans la zone périphérique, etc., etc., etc. Voilà, le bâtiment, il a eu des prix, tout le monde dit c'est formidable aujourd'hui, mais jamais on n'aurait pu le construire. Voilà, bon, après on est un peu dans le western des Cévennes où chacun fait ce qu'il veut, il y a un nombre de constructions sans permis qui est hallucinante, on a au moins déposé une DP, c'est déjà pas mal, et on a pris le plaisir de déposer ça. Pierre avait fait une magnifique perche, je lui dis non Pierre, trop réaliste. Allez, hop, on a pris notre plus mauvais stylo bic, une bonne feuille à carreaux, et on a dessiné un mauvais projet, comme s'il fallait. Et là, on a eu la DP, mais les doigts dans le nez, et personne ne nous a posé de questions. Voilà. Et voilà, on voulait s'en servir comme une illustration de, voilà, on nous embête à longueur de temps, et si on joue le naïf et qu'on joue les bêtes, et ben des fois, ça passe. Voilà. Donc pour moi, face à la loi, c'est aussi savoir être hors la loi. Ouais, voilà, j'allais dire, c'est être hors la loi. Bon, voilà. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux, donc c'est pas bien grave. Au pire, on vient de nous demander de le démonter, on le fera. Ça nous coûtera un petit peu sentimentalement, etc. Mais voilà, c'est tout. On m'a demandé en tant qu'architecte de travailler sur une branche, on m'a demandé de prouver qu'elle existait, parce qu'on m'a demandé de sortir l'autorisation de permis de construire de la grande, de justifier qu'elle existait. Et pareil, parce que le pétitionnaire était un mec du coin, et comme il y avait l'architecte, on nous a demandé des trucs complètement hallucinants, il a fallu que je retrouve des photos historiques des années 30 grâce à remonter le temps sur IBM, pour expliquer que ça existait avant l'histoire de PLU, des permis de construire, mais pas un truc complètement hallucinant, quoi, qui n'aurait jamais osé demander à Mais dans la loi CAP, il y avait un LCAP, c'est ça? Il y avait un début d'intention de corriger ça avec on va dire, il y avait des demandes de l'ordre et du ministère de la Culture pour dire, et puis dans le rapport des commissions, pour dire il faudrait un permis simplifié pour les architectes et un permis plus compliqué pour les non-sachants. Je crois que c'était juste une demande déclarative pour l'architecte et les autres, l'instruction complète. En disant, nous, de toute manière, on s'engage au titre de notre responsabilité. C'est-à-dire que si on est non conforme à la loi, au PLU, à l'un des éléments contractuels et réglementaires et opposables, on est en faute professionnelle. Donc, à un moment, faites-nous confiance. Ou on est des professionnels, on est des sachants et on fait les choses bien.
Mais bon, je pense qu'il n'y a plus de confiance dans les professions. Je pense que les professions, c'est un truc archaïque. Et, voilà, Oui, voilà. je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Ah, pardon. Et juste pour compléter, c'est vrai que nous, ça nous ennuie parce qu'on doit souvent justifier du coup auprès de personnes non sachantes du prix de nos prestations. Et quand on leur explique que non, c'est pas possible de faire le dossier en 3 jours, alors que d'autres personnes peuvent déposer une déclaration préalable, comme tu dis, voilà, quand on envoie réellement à la mairie, enfin, c'est assez impressionnant, effectivement, les dossiers qui passent. Alors que nous, quand on sait le temps que ça nous prend, effectivement, pour ces questions de responsabilité, c'est un vrai problème, je trouve. C'est en ça où je trouve la métaphore de l'avocat, elle est criante. Voilà. Je pense qu'on devrait placarder ça sur nos agences en disant voilà, pourquoi venir chez nous. C'est une contre-publicité, mais en même temps, c'est l'état de la situation aussi de notre profession. Pour revenir par rapport au doute, la dernière table ronde, je trouve que ce qui n'avait pas été évoqué, c'est aussi qu'effectivement les maîtres d'ouvrage ou les institutions parfois doutent effectivement de notre professionnalisme. Et c'est un gros problème. Et ça aujourd'hui, évidemment, il ne faut pas laisser planer le doute. Enfin, il faut que nous, on ne laisse pas planer le doute. Et parfois, ne pas laisser planer le doute, c'est justement ne pas donner de l'information et faire le minimum, ce qui est quand même terrible. C'est-à-dire qu'effectivement, on donne le bâton pour se faire battre quand on fait un permis trop complet. C'est quand même... voilà, c'est quand même... je pense qu'il y a un truc à rajouter par rapport au doute, parce qu'on a fait une sorte d'introspection la dernière fois sur le doute, mais est-ce que les maîtres d'ouvrage et les institutions peuvent aussi faire leur introspection et dire attention, respectons les professionnels et surtout ne les considérons pas comme des prestataires, mais comme des vrais professionnels, au même titre qu'on considère un médecin comme quelqu'un de professionnel. Et donc si on arrivait à la même réputation que les médecins, ça serait quand même déjà pas mal. Et ça passe pas forcément par la loi. Mais, ouais, et tu as tout à fait raison. Et je pense que peut-être on se dessert en faisant trop, en voulant être trop bon élève. Alors là, nous, on est typiquement en faire 2 fois trop. Donc c'est pas bien. Mais je pense que tu as peut-être raison. Je voulais citer un exemple. Mon père a restauré une église de Joseph Massota, une archi du Sud, peu connue, mais qui a une œuvre très très intéressante. Et le DCE de cette église, c'était 15 pages, 15 à 3. Et c'était le DCE. Et le bâtiment, c'est un chef-d'œuvre. Il est classé maintenant patrimoine du XXe siècle. C'est un très très beau bâtiment. Et c'est fou de se dire aujourd'hui, on ne part pas faire une école avec moins de 200 pages. Entre les CCTP, carnet de détails de 30 pages, les plans, les carnets de détails qui ne sont même pas opposables, même pas contractuels, etc. etc. En fait, plus on en fait, et plus on pense qu'on est moins compétent, et on a en face de nous des entreprises qui sont vidées de leur savoir-faire, parce qu'on guide dans tout, et on va en permanence puiser. On les rappelle à la loi, on les rappelle à la règle, alors que s'il n'y a rien, ça arrive. Pour faire le lien avec la pratique des paysagistes, ça m'évoque ce que vous me racontiez chez Palud sur la mention spéciès qui vous permet dans les documents pas dire ça. censés être contractuels, Ouais, c'est ça. qui permet, tu peux mieux expliquer. La mention spéciès, c'est une abréviation botanique. Généralement, on cite le nom de genre de la plante, on va dire, je sais pas, la lavande, enfin n'importe quoi. Au stade du le document cornus pour le cornouiller, voilà, en latin. Donc, et on cite le cornus SP. Qui est une abréviation pour dire qui veut dire spéciès, et qui en fait signifie en latin, dans la détermination botanique en général, qu'on sait pertinemment que c'est un cornus. Quand on cherche à reconnaître une plante, on sait pertinemment que c'est un cornus, mais qu'on ne sait pas quelle espèce c'est. Et ça, en fait, c'est le type de choses qu'on a fait parfois pour cette espèce de droit au doute, en fait, que nous, on a plutôt tendance même à réclamer en amont, en fabriquant, et c'est peut-être un sujet qu'on développera après, en essayant de fabriquer une autre relation avec le maître d'ouvrage, en fait, qu'il soit public ou privé. En fait, pour moi, le problème, c'est pas tellement la loi. En fait, pour moi, c'est plutôt la méfiance que ça peut installer parfois, et le manque de confiance, et le manque de reconnaissance, etc. Et je pense que tout ça, c'est toujours négociable, en fait. Et ce négoce, il peut passer parfois par un choix de dire, dans l'intérêt du projet, on va peut-être pas tout raconter maintenant.
Mais il y a peut-être des étapes qui se font comme ça dans le récit, et peut-être que même sinon c'est très très bien ce qui se passe dans la conclusion, en fait on va en rester au chapitre 2 pour l'instant, parce qu'on pense que c'est une étape suivante. Et du coup, nous, cette abréviation spéciesse, pour le coup, par exemple, elle nous aide parfois à déterminer qu'en fait, on va pas, dès la phase de l'esquisse, on va pas déterminer tous les végétaux qui sont présents sur ce site, etc. On peut en rester juste au stade de l'idée d'une collection, qui peut être une collection de cornouillers, Cornus SP. Voilà. Et de laisser ensuite le travail jusqu'à la relation avec l'entreprise pour stabiliser ce choix. C'est ça, et pour réussir après, oui, à avoir d'inscrits, parce que c'est la magie du texte qui fait loi comme ça, qui fait peur, mais qui... Oui, c'est ça, c'est-à-dire en l'occurrence, c'est une espèce de liberté que ça nous laisse, c'est une espèce de latéralité qu'on se donne comme ça, mais qui est pas du tout masquée, hein, qui est en accord avec le client, etc. Mais qui nous permet de rebondir en fait sur le projet après, de voir par rapport à la réalité du terrain, est-ce que cette plante elle se trouve ou pas. Et en l'occurrence, quand c'est inscrit dans les dossiers qu'on va faire que du Cornus canadensis en couvre-sol sur 800 m², qu'en fait on n'arrive pas à le trouver, qu'est-ce qu'on fait derrière? Des pièces de marché supplémentaires pour reprendre ça? Non. En fait, on part juste sur une définition qui est suffisamment indéfinie pour permettre en fait de vraiment réadapter en dialogue après avec tout le monde, parce qu'il ne s'agit pas du tout de masquer des choses ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste de pouvoir en fait créer un dialogue par la suite qui est lié à la question du terrain, c'est-à-dire finalement la réalité c'est quoi? C'est que cette plante on la trouve pas, c'est que finalement elle n'est pas adaptée, et on le sait parce qu'on a passé 2 ans sur le terrain et qu'il nous a fallu 2 ans de présence sur le terrain à raison d'une fois par mois pour comprendre véritablement comment il fonctionnait, parce que finalement c'est très complexe. Enfin voilà, c'est une... Je trouve le parallèle intéressant sur les pratiques. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, avec lequel je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est d'ailleurs notre attitude. On essaie d'en dire le moins possible. Sauf qu'il y a des cas où il faut faire l'inverse. Et en fait, c'est très lié à la maîtrise d'ouvrage à laquelle on a affaire, d'avoir cette attitude. Et il faut vraiment qu'il y ait une confiance mutuelle et qu'il y ait un échange. Nous, c'est notre démarche, sauf qu'un jour, on a eu le cas d'une maîtrise d'ouvrage qui voulait pas de nous, en réalité. Enfin, bon, bref, c'était un truc un peu bizarre, un peu compliqué, mais et donc on s'est retrouvé à avoir l'attitude complètement opposée de la tienne et de la tienne, et donc du coup à verrouiller le projet en amont par justement le permis de construire, par le rapport à l'ABF, etc. Et c'était un moyen pour nous de sauver le projet réellement de la maîtrise d'ouvrage. Donc voilà, l'attitude, elle peut être aussi à un moment donné. Voilà, ça marche si on considère qu'un projet peut être sauvé quand il ne s'agit pas d'un dialogue entre un concepteur et un maître d'ouvrage. Ouais, alors après, il n'y a pas que le projet, il n'est pas que pour le maître d'ouvrage. Bien sûr. Tu vois, mais tout dépend de la maîtrise d'ouvrage à laquelle on a affaire. Ça dépend vraiment de sa fabrication. Et la maîtrise d'ouvrage, en l'occurrence, là, elle ne voyait que son intérêt propre. Et donc, voilà, on a été obligé de... Tu veux dire pas d'intérêt collectif de la construction dans son environnement? Exactement. Ouais. Et donc le moyen, tu vois, l'ultra précision du permis, sachant qu'on avait un ABF sur le coup, etc., nous a permis de verrouiller le truc pour, à un moment donné, avoir ce document en opposition au desiderata d'une maîtrise d'ouvrage qui veut faire évoluer le projet dans son sens, soit économique, soit pour, comme on dit, bref, soit... Donc voilà. Donc c'est très, la loi protectrice lié, aussi, la loi rempart. Bien sûr. Oui, j'ai voulu montrer cette photo parce que c'est dans le cadre d'un projet de réhabilitation, donc c'est à nouveau de la commande privée, pour lequel on a mené un diagnostic approfondi. C'est pour la reconversion d'une ancienne maison de repos qui est composée d'un bâtiment plutôt patrimonial de la fin du 19e siècle, de style éclectique, et qui a été ensuite... qui a eu des extensions dans les années 70. Et au final, le bâtiment possède énormément d'amiante. Et du coup, en réfléchissant avec le maître d'ouvrage, on lui a proposé de répondre à un appel à projet dont je parlais tout à l'heure, porté par l'ADEME et la région PACA, qui s'appelle Fili Déchets et qui permet de réfléchir à la possibilité de réduire notamment les déchets du BTP.
Et donc on est en train de candidater en regroupant plusieurs partenaires de la filière, notamment dans le cadre du déchet amianté, pour pousser la réflexion, notamment sur la méthodologie qui est mise en place au moment du curage des amiantages des bâtiments et du diagnostic avant travaux. Donc c'est un moyen pour nous effectivement de pousser les contraintes qu'on a notamment avec le sujet de l'amiante. C'est souvent des postes très très lourds au niveau du budget et du montant des travaux de l'enveloppe générale. Et on a l'impression, l'intuition, qu'en mettant tous les acteurs autour de la table, il y aurait moyen d'optimiser un peu cette méthodologie-là, notamment en amont du chantier, pour optimiser les façons d'agir et de désamianter le bâtiment. Est-ce que tu sais qu'un particulier a le droit de se désamianter lui-même? Oui. Parce que j'ai désamianté ma maison pour 70 € la semaine dernière. Mais il ne faut pas avoir d'amiante volatile. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et puis c'est en fait le propriétaire est propriétaire de l'amiante. Donc à ce titre, c'est lui qui prend les risques autour de sa santé. Quand c'est pour la mise en place d'artisans ou qui interviennent ensuite, la problématique n'est pas la même que toi-même dans ta maison. Non, mais c'était juste le dire parce que je trouve qu'on pareil, on le sait pas. C'est comme le coût de la terre polluée, on le sait pas. Et en fait, quand tu le découpes, tu fais ah mais pourquoi du coup, on voit plein de quand on se balade dans la nature, on voit de temps en temps des bouts de petites d'anduline en amiante. Et en fait, ouais, voilà, on avait un paquet quand même. Et 70 €, c'est pas cher. Ce que tu dis aussi, Élise, et je pense qu'on en reparlera aussi, c'est quand on se met tous autour de la table et qu'on discute, on peut avancer. Et pas que l'architecte qui devient force de proposition pour aller plus loin que le cadre permis, mais d'engager tous les acteurs pour avancer sur d'autres choses. Absolument. Là, donc, pour pré-candidater à cet appel à projet, on a rencontré un diagnostiqueur et aussi un technicien qui fait les mesures de pollution de l'air. Au final, on a découvert tout un champ que jusque-là, j'avais jamais l'opportunité de rencontrer en travaillant. Et rien qu'en comprenant mieux les contraintes de chacun, il s'est déjà dégagé des moyens d'agir concrètement pour faciliter finalement les échanges et enfin voilà, la façon de produire des documents graphiques synthétiques qui permettraient d'avoir de conclure à des zones homogènes où il y a certainement de l'amiante, même si les responsabilités ne sont pas prises par le diagnostiqueur, mais par le maître d'ouvrage. Enfin voilà, quand on commence à s'y intéresser, ça devient passionnant, enfin un peu comme tous les sujets, mais et on a l'impression que effectivement, si ce financement nous permet de prendre le temps d'y réfléchir, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas des solutions, même si on ne va pas résoudre le problème de l'amiante, mais peut-être très très ponctuellement ou sur un ou deux sujets, pouvoir faire avancer les choses. Je vais revenir à des considérations littorales et prospectives. Cette photo, elle a été prise sur la falaise morte du sud de la baie de Somme. Tu dis? En effet, elle est morte. Ben oui, falaise morte parce qu'en fait, elle a plus les pieds dans l'eau, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On est au nord des bas-champs du Vimeux. C'est une zone qui a été poldérisée entre le XIIe et le XVIIIe siècle. Hein. Donc toute la partie de gauche, c'est une zone qui se situe sous le niveau de la mer. Et la partie de droite, c'est le sud de la baie de Somme, hein, avec quelques petites émergences qui sont des ponctuations comme ça dans le paysage et qui sont des huttes de chasse flottantes. Donc c'est une particularité locale. Donc on sait habiter, c'est ça qui est intéressant en baie de Somme, de manière atypique, hein, avec l'eau, avec la mer, avec le marnage. On sait habiter, enfin entre guillemets, on sait décliner
pérenniser un usage, mais effectivement, on ne s'est pas encore habité correctement sur la partie de gauche, parce que dans la partie de gauche, hein, il y a à peu près 5 à 6 000 habitants l'hiver, hein, et plus de 20 000 l'été. Alors, comme c'est un territoire qui est sous le niveau de la mer, il est de fait soumis à la submersion. Et le dernier PPRL, plan de prévention des risques littoraux qui est sorti, devait concilier une nouvelle cote, Xynthia plus 60 cm, puisqu'en France aujourd'hui, sur la façade littorale notamment, on doit surestimer les surcotes. Alors qu'est-ce que ça veut dire 60 cm, Xynthia plus 60 cm? Ça veut dire un risque de 2 mètres d'eau. Et comment ça se traduit dans le PPRL? Les services de l'État ont présenté au départ les cartes, hein, qui plaçaient l'ensemble du territoire en rouge. Donc pour les gens qui sont des ouvriers, quelques... voilà, des habitants qui vivent, qui ont vécu ici, c'est compliqué à entendre. Parce que d'un seul coup, c'est un document, un zonage qui met sous cloche et qui ne permet plus rien. Dans le cadre de la réflexion qui nous a été confiée, on a réussi, alors j'abrège, hein, mais on a réussi à dire c'est ni blanc, c'est ni bleu, ni rouge, ça pourrait être orange. C'est-à-dire concilier, on va dire, 60 ans de vie encore possible, hein, ou d'exploitation économique et sociale sur ce territoire. Plutôt que de dire, vous savez, à l'horizon 2050-2060, la mer sera complètement revenue dans les terres, donc autant partir maintenant. Mais c'est pas l'idée, justement. Comment s'autoriser un sursis? Déjà par le zonage, hein. Et ce zonage orange, il est intéressant, il est développé, enfin, il est expérimenté en Guadeloupe, hein, notamment. Et ici, on a pu mettre en avant des zones urbanisées où on autorisait finalement les gens à réaliser une extension de leur maison, mais sous condition. Alors là, encore une fois, je m'adresse aux architectes, mais c'est quelle typologie architecturale, hein, on peut développer? Alors, j'avais un clin d'œil tout à l'heure sur les maisons flottantes, mais on leur a montré des typologies d'habiter en flottant ou sur estacade, pour reprendre les motifs architecturaux locaux. Donc ça, c'est sur la partie habitée, mais voilà, sur la partie de gauche, on est sur une agriculture de polyculture élevage, mais demain, une submersion comme ce territoire en a connu, ça salinise les terres, hein, et plus rien n'est possible. Donc ça veut dire qu'on a aussi un territoire agricole de plus en plus en sursis, et on leur a montré, on leur a raconté une autre histoire. C'est-à-dire que là où l'histoire avait poldérisé, nous on s'est inscrit dans un scénario de dépoldérisation. Alors ce qui est compliqué à comprendre, c'est que là aussi le droit du sol, hein, est assez criant là-bas. C'est qu'une fois que la mer revient sur des terrains, sur des terrains terrestres et entreprend son marnage, hein, cette danse entre le flot et le jusant, eh bien ça devient automatiquement du DPM, du domaine public maritime. Donc c'est quasiment un vol moral, hein, que les gens pour lequel les gens s'opposent, et ce qui confine d'une certaine manière à fixer le trait de côte. Mais les linéaires sont tels que il faut réinventer un territoire, non pas évacuer les gens, mais construire avec eux une autre vision du territoire. Alors, on a dessiné avec eux des zones de marais, avec une autre activité liée à l'aquaculture, à l'algoculture. On a travaillé à définir des nouvelles filières économiques. Enfin voilà, un processus intellectuel très très riche, hein, mais qui montre qu'effectivement le droit doit s'adapter de manière parfois temporaire, hein, pour être plus efficace de manière pérenne. Je vois qu'il y a une citation qui est apparue sous l'image. Je ne sais pas si elle est très juste, hein, cette citation, c'est vraiment de mémoire. Mais en gros, c'était l'idée. Ouais, c'est pas une image qui est très séduisante, hein, c'est évident, mais moi, c'est une idée qui me séduit beaucoup. En fait, là, c'est sur le chantier de la maison de Trois-Gros, donc il y a un projet qu'on a fait là aussi avec l'agence Construire. Et donc, c'est un projet privé
J'étais en train de me dire que d'ailleurs, pour l'image précédente, c'était pas si simple tout à l'heure, parce que c'était des associations, tu me demandais si c'était public ou pas, c'était des associations qui en fait avaient touché une subvention, mais c'était encadré par la communauté d'agglo. Donc oui, pas si simple. Et donc là, voilà, c'est une commande privée, c'est un parc de 17 hectares, c'est la Maison Trois Gros, donc les restaurateurs très connus, voilà, qui ont déménagé comme ça et qui sont installés dans un immense site très très beau, enfin très étonnant en tout cas, ce qu'on appelle une campagne, vraiment dans une campagne lyonnaise, donc à côté de Roanne. Et en gros, moi j'ai beaucoup aimé travailler avec toute l'équipe de construire comme ça, vraiment pour des questions méthodologiques. C'est-à-dire que sans me poser même la question de la forme, des productions, etc., c'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus vraiment dans le faire au quotidien, etc., mais c'était vraiment ces histoires d'outils méthodologiques qui sont mis en place et d'outils réflexifs que moi je trouve assez enfin déjà étonnant, c'est sûr, mais surtout assez passionnant parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a une espèce de fabrication très très consciente justement de l'élasticité du projet. Et voilà. Et donc moi ce qui m'intéressait de dire dans cette image, c'est un peu cette citation de Bouchain qui un jour parle avec Michel et Marie-Pierre Troisgros à propos de leur fils, qui est la personne qui prend déjà la relève, qui est déjà chef en cuisine avec eux, et en leur disant, mais en fait, vous avez absolument rien compris, là le cuisiniste il n'est pas consulté, vous n'avez aucune relation avec lui, il n'y a pas de rapport. Et il disait, voilà, je pense qu'il faut vraiment, je sais pas moi, envoyez-le en vacances avec votre fils, il faut qu'ils deviennent amis en fait, pour qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait un beau projet qui sorte de là. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, et c'est un peu comme ça que ça s'est fait naturellement en fait avec Michel et Marie-Pierre Troisgros. C'est pas des, je sais pas si je peux dire que c'est des amis, mais en tout cas, on a vraiment développé une relation comme ça sur 2 ans de présence comme ça tout le temps, etc. C'est un projet dont on a réalisé une bonne partie des travaux par choix en fait, parce qu'il y avait vraiment une histoire d'intelligence, de savoir-faire agricole très locaux, etc. qu'on maîtrisait pas bien, qu'on pouvait pas transmettre à une entreprise, c'était pas possible. Et du coup, on a vraiment monté des équipes de jardiniers. Je veux dire, à l'agence, on a monté des équipes de jardiniers, etc., de gens qui venaient en freelance, etc. Et on coordonnait toutes les séquences de chantier en choisissant des savoir-faire bien précis chez des gens qui n'étaient pas présents dans les entreprises locales. Donc il y avait une équipe qui s'occupait du gros œuvre, etc. Et nous qui intervenions ensuite comme ça. Et en fait, là, on est en train de prendre un pique-nique. Donc avec Marie-Pierre Troisgros, il y a la cliente, il y a son assistante, il y a la comptable, il y a une personne de l'agence construire, il y a des membres de l'équipe, jardiniers, paysagistes, etc. Et en fait, le projet s'est énormément fait comme ça. C'est-à-dire, c'était vraiment la compréhension d'un moment donné, une définition du projet pour moi qui serait celle de la rencontre, vraiment de la rencontre, et d'un échange en fait entre un commanditaire et un concepteur. Et en l'occurrence, moi, cette femme, Marie-Pierre Troisgros, c'est quelqu'un qui m'a énormément appris parce qu'en fait, elle avait une vision qui était pas dite, qui n'était pas écrite au début, etc. Mais elle avait une vision qui était hyper précise de son projet. Et finalement, moi qui peux avoir une attitude parfois dans le dessin assez dirigiste, etc. C'est vraiment quelque chose moi qui m'a fasciné chez elle parce que finalement je trouvais que concrètement elle améliorait toujours le dessin dans le dialogue et qu'elle donnait des choses beaucoup plus percutantes, qu'elle effaçait un peu les traits de crayon qu'il pouvait y avoir autour, qu'elle avait une tendance comme ça à légitimer par soustraction ce qu'on dessinait. Voilà, donc moi ça c'est un des trucs qui m'intéresse le plus. Et là pour moi c'est hors question privée, publique ou pas en fait. Moi c'est une méthode que j'essaye de mettre à l'épreuve. C'est-à-dire que dans l'idéal je voudrais bien réussir à choisir vraiment à terme les personnes avec qui travailler ou non, parce que finalement on le sent assez vite. Et moi la situation que tu décrivais tout à l'heure, cette situation comme ça, un peu du conflit où on vient verrouiller le projet en amont, etc. Pour moi, c'est un peu la vision un peu cauchemar, tu vois, d'un projet pour moi. C'est un truc où, au final, on sent qu'on est dans une espèce d'animosité dès le départ et qu'on part vers un truc qui va pas être choisi, qui va falloir défendre des valeurs qui sont pas les mêmes, etc. Bon, voilà. Je préfère les pique-niques. Et je ne suis pas parti en vacances avec eux, mais... Ce qui est intéressant, c'est que dans vos diverses interventions, vous exprimez très bien la capacité que vous avez à inventer le processus et pas à vous contenter des formules toutes faites qui sont réglementaires pour le coup, dans lesquelles on vous impose des phases, des rapports précis avec vos clients, etc. Vous avez tous à cœur à chercher des choses à part pour en faire autre chose de ce projet-là. Et pas justement se contenter de le dessiner, mais aussi de le penser un peu plus profondément.
Et pour finir, Arthur. C'est une image d'un artiste qui s'appelle Li Wei, qui est un artiste chinois, qui fait des trucs pas forcément hyper intéressants, mais bon, en tout cas il se met en scène, il faut lui reconnaître ce mérite. Non, cette image elle est intéressante parce qu'en fait elle résume à elle seule beaucoup de choses qu'on a dites ce soir, et elle peut être vue de deux façons. Il y a une première façon qui pourrait dire que voilà l'attitude qu'on a quand on est face à la loi. On a envie de se suicider, on se jette, on va se planter dans le sol parce que c'est catastrophique en rapport à la loi Elan et compagnie, enfin bref. Donc ça c'est une première attitude. Et puis il y a un deuxième truc qui m'intéressait dans cette image, c'était ce que tu disais tout à l'heure, c'est le côté, et si on la voyait comme on se met la tête dans le sable, voilà, et on regarde pas forcément, on fait l'autruche, et donc on va ailleurs, et peut-être qu'on retourne l'image, et en fait on n'est plus la tête dans le sol, mais dans le ciel, enfin bref, voilà, c'était une façon peut-être de conclure un peu tout ce qui a pu se dire ce soir. Et Ouais. juste au-delà de l'aspect symbolique, pour rebondir sur ce que tu disais, là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que oui, c'est l'horreur, le conflit, et ça nous donne envie. Sur ce projet-là, on a eu cette attitude-là, et on a arrêté, on est parti, on a fini par partir, on ne pouvait plus. Mais il y a quand même je trouve que c'est facile de choisir ses clients. C'est un luxe, mais c'est facile. Et je ne sais pas pour les paysagistes, mais en architecture, il y a un tel déficit de culture architecturale que l'architecte a quelque part un devoir moral de pédagogie avec celui qui pousse sa porte. Déjà que personne pousse la porte d'un archi, si quelqu'un le fait, à un moment donné, c'est qu'il a quand même une volonté. Au-delà de l'aspect, il me faut une signature pour mon permis, etc. Quand je fais plus de 150 mètres carrés. Mais donc du coup, la première attitude, elle doit peut-être être d'y aller et d'essayer de l'accompagner et d'essayer de faire acte de pédagogie de ce que c'est réellement. Tu vois, et cet acte, il peut intervenir à plusieurs moments. Donc nous, on l'a poussé sur ce projet-là, on a verrouillé le truc, on l'a poussé, et puis avant de commencer le chantier, on l'a arrêté parce qu'on a vu que c'était plus possible, et puis ça devenait après juridiquement compliqué, etc. Mais voilà, je trouve ça un peu facile de choisir les gens avec qui tu travailles dès le départ. C'est pas ce que je voulais dire, c'est parce que je pense qu'on n'a pas la même notion de ce que toi t'appelles le conflit. C'est-à-dire, par exemple, la relation avec Marie-Pierre, c'est une relation qui a été conflictuelle d'une certaine manière, du début à la fin, si tu veux. C'est pas du tout une façon de chercher à échapper à la tension que ça crée, au contraire, tu vois. C'est plutôt une façon de la rechercher, la tension. C'est-à-dire ce truc en fait, choisir des gens, tu sais, avec qui tu sens que ça va fabriquer quelque chose d'intelligent. Pas avec qui tu sais que ça va aller capoter immédiatement. Donc c'est pas du tout par facilité que je dis ça. Tu sais pas, non, mais je sais, mais tu sais pas forcément que ça va capoter. Le truc, c'est de laisser la chance. Bien sûr, bien sûr. Oui. Je pense que de manière générale, enfin, tu vois, la question de la relation humaine comme ça, elle détermine une espèce de part d'inconnu géante. Mais je pense que se donner par contre la possibilité de pouvoir dire non et de pouvoir arrêter, enfin tu vois, comme vous le faites, alors je sais pas dans quel contexte ça s'est fait, etc. Mais je pense que c'est important. Oui, bien sûr. On a le temps pour quelques questions. Merci beaucoup pour toutes vos remarques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention et puis merci aux agents. La loi.
Voilà. Dans son attitude de concepteur, de responsable du projet. Est-ce que le cas de Arthur, où justement, vous, à un moment, vous êtes retiré puisque vous ne pensiez pas que le projet pouvait aboutir, est-ce que ça correspond à ça? C'est-à-dire, est-ce que la loi aussi peut protéger l'architecte et lui permettre de se retirer s'il estime que le projet se retirer à une certaine phase et refuser les autres? Peut-être aussi, en effet. Je ne sais pas, je réponds pour les architectes. Mais... Moi, je veux bien rebondir parce que c'est vrai que l'exemple de Patrick Bouchin, quand on était étudiante, nous a beaucoup accompagnés et que le choix qu'il a fait de jamais devenir architecte, notamment à cause de l'ordre des architectes et de la réglementation, nous, c'est vrai que ça nous questionne de temps en temps, comme je le disais tout à l'heure, notamment pour le chantier participatif, par exemple. Il y a des fois où on se dit, punaise, si on n'était pas architecte, on aurait plus de facilité à pouvoir faire ce qu'on veut. Donc, en ce sens, c'est vrai qu'on trouve qu'il y a des limites qui sont là pour nous protéger, mais on ressent plus un frein on voit plus de côté négatif actuellement que de côté positif du côté de la protection des architectes. Ouais, je comprends mieux. C'est vrai que dans ce cadre-là, il y a des pratiques comme celles des collectifs associatifs, comme ETC ou des choses comme ça, qui eux vont plus aller chercher pour certaines pratiques, pour certains projets, des cadres qui soient pas des cadres officiels du monde de la construction, des contrats de maîtrise d'œuvre qui ne leur permettent pas de mettre en œuvre leurs propres pratiques, et donc ils vont plus aller vers la pratique artistique, pour pouvoir mettre en œuvre leurs projets qui sont participatifs, qui produisent des espaces qui vont pas forcément être vérifiés par des commissions de sécurité, etc. Donc en effet, le fait d'être architecte impose de s'inscrire dans le cadre de la maîtrise d'œuvre définie par le Code de la construction. C'est aussi d'un engagement, en fait, il faut s'engager et plutôt que d'imaginer comment contourner la loi, imaginer plutôt comment faire évoluer la profession et du coup comment donner un accès plus légal à des activités qui du coup ne le sont pas parce qu'on ne permet pas de le faire. Donc, c'est même à l'inverse. Si, bien sûr, il y a toujours des représentants de l'ordre, évidemment. Pour revenir à ce que vous avez dit, en fait, la loi dont vous parlez tout à l'heure sur le permis de faire, en fait, il y a 14 dedans, et en fait, il y a beaucoup de conditions interviennent pour pouvoir trouver des cas juridiques à ces problématiques qui sont un peu nouvelles sur le marché. En tout cas, oui, Christina Lecomte. Moi, je voulais rebondir sur deux choses, sur les préjugés de l'ordre chez les jeunes architectes, parce que l'ordre, ça dépend de quel ordre, ça dépend qui est à la tête de l'ordre, ça dépend, voilà. Madame Jacot, qui était la précédente présidente de l'ordre, a été quelqu'un, je pense, de très très bien pour la profession, qui a fait du bien, qui s'est battu pour réellement la qualité. Et il y a eu des vraies avancées. Je ne sais pas si on peut prêter les mêmes vertus à Denis dessus. Il dit des choses haut et fort, mais bon, je ne sais pas si... Il vient d'être... voilà. On peut lui accorder quand même le bénéfice du doute. Ouais, on va lui laisser le bénéfice élu. du doute. Je ne connais pas ce monsieur. Je sais qu'il est ardéchois. Et j'ai eu des choses qui m'ont été rapportées par d'autres ardéchois, mais c'est tout ce que je... Voilà. Il y a un problème avec les ardéchois. Je pense sincèrement que l'ordre, c'est pas du tout... c'est quand même une instance qui est intéressante, qui se bat pour nous,
faut pas je pense on a trop souvent tendance à la clouer au poteau et à dire c'est elle qui, voilà. Je pense que aujourd'hui l'architecture est en souffrance parce qu'on est rattaché à un ministère qui est le ministère de la Culture, qui a un budget de 1% ou 1 et quelques pourcents du budget de l'État, et surtout qui fait qu'on appartient à la culture et pas au devenir du territoire. Je pense que dans les années 90, on était à l'équipement, on était à l'aménagement du territoire, donc dans une dimension de quelque chose de mouvant, quelque chose qui se concrétise, et je pense que on avait peut-être plus du poil à gratter pour ce ministère-là, et c'est une manière de nous avoir rangé au placard avec la crise de 95. Il y a eu voilà, je pense que, on va dire, faut pas condamner les mauvaises personnes. C'est-à-dire que je pense pas que ce soit l'ordre le fautif. Je pense que c'est plutôt des acteurs politiques ou l'histoire qui fait que on veut qu'on veut plutôt nous condamner. C'est pour ça que je disais, je pense qu'on doit être des poils à gratter qui doivent déranger certaines personnes. Moi, j'ajouterais juste une nuance, c'est pour répondre à la question de ordre ou pas ordre. Je trouve que l'ordre, hormis sa légitimité, voilà, il est là, il a un sens, hein, il existe. Je pense que si l'architecte veut avoir une place, ou le paysagiste veut avoir une place dans la fabrique réglementaire, je trouve que la pratique des paysagistes est en ce sens-là assez révélatrice des potentiels que peut avoir le concepteur dans la fabrique de la loi. Et ce que tu disais, Grégory, si l'architecte s'intéressait un peu plus au programme réglementaire d'urbanisme, à la rédaction des PLU, à la rédaction des PLUI, peut-être que la profession se porterait un petit peu mieux, et la production architecturale en général. Et je trouve que de se réfugier pour certains en disant c'est la faute de l'ordre si la profession ne va pas, c'est aussi la faute des architectes qui refusent des contrats, des missions qui peuvent être intéressantes, et là où ils pourraient réellement faire évoluer la loi. Mais qu'ils se rassurent, les paysagistes le feront pour eux. On trouvera un terrain fertile. Voilà. Il faut les deux. Tout ne passe pas que par, si je peux me permettre une analyse, la profession d'architecte a sûrement le gros défaut de toujours s'être adossée à l'État sans réfléchir, pour protéger son statut, et non pour réfléchir à ses missions. Et là est, je pense, le problème. Oui, et je dirais qu'effectivement, c'est aussi à nous de nous remettre en question. C'est-à-dire que si on a une nouvelle génération, c'est aussi parce que peut-être on peut penser l'après. Et ce que la loi ne nous permet pas, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a... c'est pas le ministère de la Culture, même à travers ce prix, par exemple, des AJAP, qui va pouvoir nous soutenir. Ce serait le ministère de la Cohésion des Territoires, aujourd'hui, qui pourrait le faire. Ce serait Bercy, enfin, ce serait le ministère de l'Économie qui pourrait engager des réformes, le ministère de l'Écologie aussi. Mais aujourd'hui, ce qu'on n'arrive pas à faire avec les pouvoirs publics, je pense qu'aujourd'hui, on se tourne assez naturellement, faute de mieux, vers le privé, pour, à travers le privé, défendre de l'intérêt général. Et là, il y a une grosse marge de progression, notamment dans le fait de candidater avec des gens qui ont des intentions louables, ou parfois qui ont une vision aussi parfois plus intéressante que ce que peut avoir le privé, que le public. Et donc, c'est ce que permettent par exemple les appels à projets, où parfois il y a des maîtres d'ouvrage qui ont des intentions, et à côté, en face, du public, et souvent les villes, qui ont parfois des intentions plus claires que l'État, qui permettent de faire en sorte que le projet gagne en qualité et gagne en ambition. Voilà, on n'aurait jamais réussi, nous, à lancer un projet de logistique fluviale en plein cœur de Paris sans un maître d'ouvrage qui est capable de le porter, Sogaris pour le citer, et une mairie, peut-être Missika pour le citer, entre autres, qui a une ambition de transformer les modes de mobilité, les modes de livraison dans la ville. Donc voilà, je pense qu'on peut s'appuyer sur les municipalités qui ont des choses à dire. Hein. Ces 40, là, les villes qui sont en transition, elles sont aussi là pour pallier aussi peut-être à des formes d'immobilisme sur l'aménagement du territoire que l'État peut parfois promouvoir.
Mais le privé, et je terminerai là-dessus, mais parfois on a presque envie de devenir maître d'ouvrage nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, si le privé ou le public ne nous permet pas de faire ça, peut-être que la prochaine génération d'AJAP sera maître d'ouvrage, au mépris des règles de l'ordre, au mépris d'autres règles, au mépris de la loi. Donc. Présente-toi peut-être, Achille. Je crois, comme Damien vient de le dire, que ce rôle d'agent double est véritablement l'avenir des architectes, celui d'être capable de faire du judo avec les forces en présence, plutôt que de chercher à être dans la confrontation, à lutter, à vouloir inventer des nouveaux terrains qui ne sont pas nécessairement ceux sur lesquels on a une prédestination pour intervenir, de par nos compétences. Enfin, quand on se met en collectif et qu'on commence à aller fabriquer à la manière d'une entreprise des choses, c'est très intéressant sur le plan intellectuel, mais en réalité, on n'est pas dans l'exercice de notre profession protégée par des assurances et on prend des risques qui sont parachevés par des formats type association où il y a un président qui prend tous les risques pour tout le monde. Mais en réalité, ce qui est très intéressant, je trouve, parce que sans vouloir disperser le propos, c'est que les architectes, les jeunes architectes doivent vraiment appréhender cette question de comment faire évoluer les logiques qui font la puissance d'aménagement pour les infiltrer et être capable, fort de cette responsabilité de la loi sur l'architecture qui devrait nous imprégner, qui est notre ADN, quoi. C'est de trouver la forme pour venir convaincre comme les maîtres d'ouvrage qui sont à l'action de moduler leur action, de venir la tourner vers les politiques d'aménagement public et peut-être en ordre dispersé, puisque évidemment un grand mouvement en général n'est pas forcément attendu, c'est clair. Et donc c'est ce rôle d'agent double où on est à la fois au service du maître d'ouvrage parce que c'est notre code de déontologie aussi, mais parallèlement au service de l'intérêt général, avec une vision d'ensemble, et donc aussi bien sur la programmation que sur son aboutissement dans la matérialité et avant la programmation, donc les enjeux même de politique urbaine, enfin de politique générale. Ta remarque, Achille, est très juste. Et juste pour finir, dire que ce qui m'a aussi conduit à vouloir vous faire parler de ces thématiques-là aujourd'hui, c'est que j'ai vu à travers toutes vos pratiques votre capacité à pas vous satisfaire du cadre réglementaire d'aujourd'hui et qui régit votre pratique et vos projets, les deux, donc à la fois le cadre déontologique et en même temps le cadre réglementaire. Et vous n'en êtes pas satisfait, vous le réinventez, et vous le réinventez avant même qu'on vous donne les outils pour le faire. Vous êtes vous-même force de proposition, vous êtes en avance par rapport au cadre. Et c'est vrai que peut-être cette avance, il faudrait en faire quelque chose. Donc est-ce que ça passe par un engagement dans les institutions de la profession? Est-ce que ça passe par le projet? Je pense que ça passe aussi par le projet, et surtout par le projet. Et voilà, mais en tout cas, ce qui m'a marqué, c'est ça, c'est que vous n'êtes pas en position d'arrêt par rapport à ces questions-là, mais vous êtes très prospectif et engagé face à ces questions-là. Voilà, je vous remercie tous. Merci pour cette conversation.